Coucou. J'ai envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, malgré ma fatigue, parce que je ressens vraiment le besoin de répondre à un documentaire, enfin ce qu'ils ont appelé un documentaire, que j'ai vu ce matin. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo dont le lien m'a été envoyé par une auditrice. Et puis sur le côté, vous savez, YouTube vous propose d'autres vidéos et j'ai été interpellée parce que sur l'image qui s'affichait, je voyais des gens que je connaissais. Et donc c'est un documentaire qui se trouve, enfin que vous pouvez trouver sur la chaîne Documentaire Société. Et dont le titre est Santé, enquête sur les nouveaux gourous du bien-être. Alors, oui, ils appellent ça un documentaire, alors que pour moi, c'est une dérive sectaire dans le sens où finalement, ils ont une approche totalement dogmatique, manichéenne, très radicale, c'est-à-dire exactement ce qu'ils reprochent aux gens qui sont interviewés ou voire même piégés, parce que je ne suis pas sûre qu'ils ont eu l'autorisation. Enfin oui, on voit bien qu'il y a parfois une autorisation de filmer, mais est-ce que la vraie motivation a été énoncée? Ça, je ne suis pas sûre. En tous les cas, les propos sont sortis de leur contexte, les images sont vieilles, alors qu'apparemment le documentaire il est sorti il y a un jour, alors qu'on voit Irène Grosjean qui est décédée, on voit Miguel Barthélémy dont le procès s'est déroulé il y a plusieurs années, Tal Chaleur qui ne réside plus en France, donc en fait j'ai eu l'impression qu'ils faisaient un peu les poubelles. Et donc ils ont vraiment une approche très manichéenne dans le sens où, bien entendu, la médecine traditionnelle, c'est les gentils et tout ce qui est santé naturelle est très vite classifié dans les méchants. Et en fait, ça génère juste de la confusion, de la peur. Et balancer ce genre de pseudo-documentaire aujourd'hui, je trouve que c'est... Enfin bon, de toute façon, il y en a tellement que... Voilà, donc moi je suis vraiment pour permettre de faire coopérer en fait toutes les approches, parce que rien n'est acheté, aussi bien dans la médecine classique que dans la médecine naturelle, que des gourous il y en a partout, des charlatans il y en a partout, et que en fait, dès lors que le médecin ou le thérapeute se positionne dans une posture de sachant, de sauveur, de toute puissance, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en compte l'autre en face, la personne qui souffre, la personne qui est malade, dans sa dimension psycho-émotionnelle, dans son parcours de vie, dans sa réalité intime, eh bien, il ne peut faire que du dégât en fait. Il ne peut que enfoncer la personne, la maintenir dans une illusion, lui faire croire qu'en écoutant bien sagement tout ce qu'on va lui dire, tout ce qu'il faut qu'il fasse, il va guérir. Et en fait, l'accompagnant, à ce moment-là, dépossède la personne de ses propres ressources et va à l'envers de la guérison. En fait, les gens peuvent guérir momentanément et puis la maladie se relancer au même endroit ou ailleurs, parce que tant que le conflit intérieur, c'est-à-dire que le message de la maladie n'est pas entendu, n'est pas compris, et bien ce message justement va s'amplifier, va être de plus en plus fort. Aujourd'hui, on sait, parce que des études fondées sur des statistiques le démontrent bien, c'est-à-dire que les personnes qui s'en sortent, qui guérissent vraiment dans la durée, sont des personnes qui deviennent acteurs de leur parcours de guérison, qui prennent la responsabilité de leur santé, qui prennent la responsabilité de leur maladie, qui sortent de cette position de victime. Mais en fait, ce qui est dangereux, finalement, c'est de ne pas faire confiance à la personne. Et là, et c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, parce que finalement, dans ce documentaire, on voit une femme, une jeune femme, d'une quarantaine d'années, qui a perdu son compagnon, qui a voulu suivre les médecines alternatives à tout prix, qui était dans le rejet de la médecine classique, et qui a donc trouvé un naturopathe,
qui allait dans ce sens, enfin qui était à l'image d'elle-même. Et cet homme est donc décédé et cette femme donc a porté plainte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut retrouver ce type de scénario où les familles, désespérées d'avoir perdu un proche, vont porter plainte devant la justice contre des thérapeutes, des médecins, souvent alternatifs, puisque aujourd'hui la culture va plutôt dans le sens de la médecine traditionnelle, qui pourtant fait autant de dégâts. La médecine traditionnelle est quand même la première cause de mortalité au monde. Donc il faut arrêter d'être dans le déni, quoi, et de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, ces gens-là ne se posent pas la question de comment eux-mêmes deviennent toxiques et empêchent finalement la guérison de la personne aimée. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la maladie? La personne qui est malade doit apprendre à prendre des risques, justement, en prenant la responsabilité d'elle-même, de son propre parcours de guérison, de ce qui est bon, de ce qu'elle sent, de ce qui est bon pour elle. Elle va prendre des risques forcément. Et justement, elle va prendre des risques là où elle n'en prenait pas, et là où elle était soumise, là où elle était victime. Et c'est dans cette relation à elle-même de soumission que finalement elle a fini par tomber malade. Et donc en fait, elle doit trouver son propre chemin. Elle va tâtonner, elle va peut-être faire des erreurs, elle va peut-être... mais en fait, qu'est-ce que ça va générer dans son environnement? De l'inquiétude, de la peur. Et les personnes qui lui sont proches, plutôt que de la soutenir dans les choix qu'elle fait, vont commencer à la critiquer, à la déresponsabiliser, à l'infantiliser, voire à la culpabiliser. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est malade, les personnes qui nous sont proches sont affectées par notre maladie, souffrent, ne veulent pas nous perdre. Mais ces gens-là, plutôt que, je dirais, de prendre en charge ce que ça génère chez eux, vont tenter d'aller agir sur ce qui déclenche leur mal-être. Et donc, du coup, plutôt que de prendre en charge leur peur, leur tristesse, leurs doutes, leurs inquiétudes, ils vont essayer de guérir à tout prix le malade en définissant ce qui est bon pour elle, ce qu'elle doit faire. Et donc, du coup, en lui maintenant la tête sous l'eau, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout rien changer à ce qui a généré finalement la maladie. Parce que qu'est-ce qui génère une maladie? C'est une rupture de lien. Une rupture de lien avec soi-même et avec l'environnement. Nous avons une biologie conçue pour le lien. Et notre corps, notre mécanique intérieure fonctionne à perfection, c'est-à-dire que nous avons des messagers qui vont être envoyés dès lors qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur, un dysfonctionnement, une insécurité, qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est du désordre physiologique va nous être indiqué par certains messagers, tout ce qui est du domaine du relationnel, c'est-à-dire de la relation avec le monde extérieur, va nous être indiqué par des messagers qu'on appelle des émotions d'ailleurs. Et donc les émotions ont un rôle essentiel, fondamental en fait, pour nous maintenir dans un équilibre, dans une sécurité intérieure. Sauf c'est tout ce que brise notre éducation. Et en fait, très tôt, et on est tous à la même enseigne à ce niveau-là, on se retrouve avec un système nerveux complètement cassé, complètement brisé, qui fonctionne à l'envers. Et en fait, quand la maladie apparaît, parce que lorsque le système nerveux commence à être complètement dérégulé, ça va générer du stress chronique, ça va générer des scénarios relationnels autodestructeurs, et puis à force et dans la durée, il y a des maladies qui vont se déclencher. Et donc en fait, le système nerveux qui nous permet en fait d'être en lien avec nos besoins intérieurs et être en relation sécure avec le monde extérieur n'assure plus ce rôle-là. Et dans la maladie, il y a quelque part le message de rétablir ce lien et de réparer ce qui a été, détruit. C'est ce qu'on appelle aussi le processus d'unification finalement. C'est-à-dire que notre éducation nous morcelle
Et en fait, la vie qui va toujours vers la vie, qui va toujours vers l'expansion, qui va toujours chercher à nous réparer, à nous maintenir en vie, parce qu'on a vraiment une biologie qui est juste parfaite, quoi. Eh bien, elle va mettre en place des processus qui, sur la durée, bien entendu, vont finir par nous mettre à mal, mais au départ, quand l'instinct de survie met en place des stratégies de survie, c'est pour nous maintenir en survie. Mais les stratégies de survie, ça doit être momentané et on doit pouvoir retrouver une sécurité suffisante pour permettre au corps de retrouver son homéostasie, son équilibre, sa sécurité intérieure en fait. Hein. Et le problème, c'est que dans notre culture d'aujourd'hui, ça c'est plus possible. Donc on apprend tous à vivre dans un mode survie et ça génère un stress chronique. Hein. On vit le mode survie, c'est vraiment un mode qui va nous maintenir parfois en contresens. Quelque part, la maladie, à un moment donné, derrière le message de toute maladie, il y a un message qui vient nous parler de besoins qui ne sont pas satisfaits, de parts de nous qui ont été rejetées, qui ont été bannies, avec lesquelles nous ne sommes plus en lien. Et donc du coup, la maladie, c'est là où elle nous guérit, parce qu'en fait, elle nous demande de reconnecter avec toutes ces parts de nous-mêmes, de nous unifier et de sortir de ce morcellement, de cette victimisation, de cette soumission. Et donc du coup, dans la maladie, souvent, on va être amené à prendre des risques, à s'affirmer là où finalement on ne s'affirmait pas, dans des choix, des chemins de guérison qui ne vont pas plaire à notre environnement, qui va du coup se retrouver dans l'inquiétude, qui ne vont pas nous faire confiance, qui vont essayer de jouer sur nos décisions plutôt que de prendre en charge leurs propres émotions, leur propre anxiété, leur propre angoisse. Et quelque part, c'est le malade qui va devoir porter tout ça à bout de bras, quoi. Et c'est comme ça que finalement, l'environnement peut devenir anxiogène, peut devenir étouffant, peut devenir même mortel, c'est-à-dire que si l'environnement ne laisse pas la place au malade de se reconnecter avec ses ressources propres, de se reconnecter avec son espace vital, avec son être, pour qu'il puisse sortir justement de ses enfermements, la personne finit par dépérir en fait. Et tout ça pour vous dire de l'importance en fait d'accepter et d'accompagner le choix des personnes, même si ce n'est pas les nôtres, même si ça nous met dans l'inquiétude. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Peut-être exprimer, mais sans chercher ni à déresponsabiliser la personne qui fait ses choix, ni à la culpabiliser, ni à l'infantiliser. Voilà, et ça, c'est vrai aussi bien au niveau de l'environnement qu'au niveau de tout thérapeute ou médecin. La posture d'accompagnant, c'est une posture dans laquelle on doit faire le deuil de la toute-puissance et le deuil d'être le sauveur, en fait, et de vouloir sauver à tout prix la personne en lui faisant des injonctions de ce qu'elle doit penser, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit... Enfin, voilà, pour lui laisser un espace, en fait. C'est cet espace de vide, quelque part, ce vide créateur qui est essentiel dans ce processus de guérison. C'est cet espace de chaos, finalement. La personne se retrouve aussi seule vis-à-vis d'elle-même, avec sa maladie, avec ses propres démons auxquels elle doit faire face, enfin, etc. Vous savez, moi, finalement, je me sens effectivement assez soutenue par mon environnement. J'ai fait le choix de tricoter les médecines alternatives avec la médecine classique. Le choix de la chimiothérapie et de la radiothérapie s'est fait parce que, en fait, mon cancer est extrêmement gros. Il fait 6 cm, il est extrêmement douloureux et en fait, j'ai le rectum qui est fermé, ce qui veut dire que je ne peux plus évacuer. C'est pas un petit cancer de 5 mm, parce que si ça avait été le cas, j'aurais continué les traitements alternatifs que j'avais commencés. Non, là, en fait, j'ai choisi le chemin d'une thérapie agressive, et tel que je le disais dans ma dernière vidéo, ce choix s'est imposé à moi comme une évidence, et j'ai compris pourquoi aujourd'hui, parce que finalement, dans ce que ça a provoqué sur moi dans ma vie, ça m'a amené à sortir de mes enfermements, à sortir
d'un endroit où j'étais muette, d'un endroit où j'étais silencieuse, pour m'affirmer vraiment dans mon humanité, pour prendre ma place, pour m'affirmer dans mon identité humaine. Donc je sais, et malgré que un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de mes auditeurs m'ont envoyé des mails pour me dire que c'était pas le bon choix, qu'il fallait aller ailleurs, enfin, etc. Mais pour moi, c'était le choix que j'avais fait et qui s'avère parfait en fait. Parfait. Voilà, moi mon plus grand maître, c'est mon intuition. Et c'est important, c'est vraiment important, tellement important. Et je vois bien comment, quand on aime une personne, quand on est père, mère et qu'on voit son enfant souffrir, on voudrait tellement le sauver malgré lui, mais en fait, on ne peut pas déposséder la personne de ses propres ressources. C'est vraiment l'idée d'aimer la main ouverte. J'avais déjà eu l'occasion de raconter cette histoire dans des vidéos que j'ai faites il y a très 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 longtemps, mais c'est l'histoire d'un promeneur qui se balade dans la forêt et qui, à la croisée des chemins, voit un papillon qui peine à sortir de son cocon, et avec toute la bienveillance possible, il s'approche du cocon et puis il va écarter le cocon pour permettre au papillon de sortir de ce cocon. Sauf que le papillon sort et en fait il meurt parce qu'il n'arrive pas à s'envoler. Parce que pour s'envoler, il doit avoir fortifié ses ailes dans le combat justement avec le cocon. Pour sortir du cocon, il va fortifier ses ailes et c'est ce qui va lui permettre de s'envoler. Donc à un moment donné, c'est important de comprendre que nous sommes tous reliés et que on ne peut pas sauver l'autre malgré lui, qu'il s'agit d'accepter vraiment les choix de la personne, que si nous souffrons des choix qu'il fait, allons regarder cette part de souffrance, allons prendre en charge cette part de souffrance, et c'est là où finalement, lorsqu'il y a une personne malade dans son environnement et que cette personne guérit, elle peut guérir aussi son environnement lorsque l'environnement prend conscience de tout le bien de la métamorphose, de tout le bien de la différence, de tout le bien que l'affirmation de la personne malade dans son choix de guérison, enfin des méthodes qu'il va employer, va finalement aussi avoir un impact extrêmement guérisseur sur l'environnement. Et je ne sais pas si je suis claire parce que j'avoue que je suis fatiguée, je me vois là dans la caméra et j'ai vraiment une tête complètement défaite. Mais voilà, ça demande beaucoup d'humilité et de comprendre que nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui sont déjà passées par des épreuves de maladie et qui me partagent, eux, comment est-ce qu'ils ont vécu les choses. Et c'est intéressant de voir comment chacun vit les choses différemment et que nous avons tous un parcours de vie différent, des apprentissages à faire différents, des challenges à relever différents, et que ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre, que personne ne détient la vérité, que chacun doit trouver sa propre vérité. Je me souviens d'une amie qui est décédée il y a quelques années maintenant, et d'un cancer, et qui était complètement fâchée avec la société, à tel point qu'elle n'avait pas de carte d'identité, elle n'avait pas de sécurité sociale ni de numéro de sécurité sociale. Elle a refusé pendant plusieurs années d'aller voir un médecin, elle rejetait totalement la médecine traditionnelle. Et malgré les douleurs qu'elle avait, elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle n'allait pas consulter. Et finalement, elle a fini par devoir se faire hospitaliser, parce que les gens qui l'entouraient se retrouvaient bien impuissants à l'accompagner, que son état empirait. Et donc du coup, il a fallu qu'elle se fasse faire une carte d'identité, parce que pour se faire hospitaliser, il fallait une carte d'identité. Elle a dû faire une demande de numéro de sécurité sociale, etc. Et quelque part, sa maladie lui demandait de se réconcilier avec une part d'elle-même qu'elle rejetait, avec la société. Parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il faut sortir de ce manichéisme et de ces oppositions, hein. C'est l'un contre l'autre, c'est le vrai contre le mensonge. Mais en fait, c'est pas comme ça la vie. La vie, elle est complexe et elle tricote tout en même temps.
elle a fini par accepter la radiothérapie, mais c'était déjà trop tard. Et pour elle, en fait, ce qui aurait été salvateur, certainement, enfin, c'est ce que je pense, c'est peut-être d'accepter beaucoup plus tôt un traitement plus traditionnel, parce qu'elle était déjà dans cette médecine alternative et qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être réconcilié en elle par rapport à ça, d'être réunifié. Pour quelqu'un d'autre qui sera que dans la médecine traditionnelle, ce sera peut-être justement d'oser aller expérimenter les traitements naturels, d'aller vers un mode de vie plus sain, enfin, voilà, donc chacun est différent. Et en fait, ce qui peut soigner l'un peut tuer l'autre, en fait, parce qu'il n'y a pas des autoroutes du bien-être, il n'y a pas de vérité toute plaquée. Peut-être dans ce documentaire, finalement, ce qu'on peut entendre et comprendre à demi-mot, c'est que finalement, peut-être les personnes qui ont été choisies, et encore pas toutes, parce qu'il s'avère que je les connais toutes, ces personnes, même avec certains, j'ai fait des vidéos, et oui, certaines ont été, à une certaine époque de leur vie, maintenant je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais ont été très manichéennes, très dogmatiques, très radicales. Et que quelque part, ce radicalisme, pour moi, il n'est pas juste. Mais ça, c'est les personnes qui vont faire ce chemin. Et c'est parce que justement, elles sont attaquées. Parce que quand on est radical, on attire à soi du radical. Et donc, c'est peut-être leur chemin de vie de s'adoucir, d'aller plus dans la voie du milieu. Je veux dire, on a tous nos challenges. Il n'y a rien à critiquer. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ce qu'on peut voir dans ce documentaire, effectivement, c'est que c'est ça, c'est le radicalisme attire le radicalisme, en fait. Mais qu'il ne s'agit pas de diaboliser, il n'y a rien à diaboliser, il n'y a rien... comment dire, ça me fait penser à une autre expérience que j'ai vécue, notamment pendant le Covid, où on s'est retrouvés quelque part en espèce de clan opposé. Il y avait ceux qui se définissaient comme étant dans la conscience de ce qui était en train de se passer et qui cherchaient à prouver qu'ils avaient raison, à essayer de réveiller les autres en face qui eux, pour des raisons qui leur appartiennent, ont jugé bon de se soumettre à ce qui était imposé. Dans notre chemin d'éveil à la vie, on passe par des phases, et parce que j'y suis passée aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient de comprendre quelque chose qui nous a révolutionné, qui nous a remis la tête à l'endroit, et on va essayer de prouver à la terre entière que voilà, j'ai trouvé la vérité, et il faut absolument que les autres se réveillent. Et en fait, on va devenir des véritables terroristes relationnels. Et j'entends souvent dire par des personnes qui sont dans ce chemin, et je suis aussi passée par là, je le répète, qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à être en lien avec les personnes qui sont autour d'eux, parce que comme si eux, ils étaient conscients, et puis les autres sont inconscients, donc eux, ils sont plus intelligents, les autres sont moins intelligents, et je me dis, mais quelle erreur, parce qu'en fait, on est tous à des niveaux de conscience différents, on a tous un chemin différent, et que quelque part, il y a toujours à apprendre de l'autre, il y a toujours à apprendre du plus petit que soi, du soi-disant moins intelligent, parce que où est-ce qu'il serait moins intelligent en fait? Finalement, à travers toute ma vie, j'ai parfois appris de gens desquels je ne m'attendais absolument pas. J'ai dû vraiment, développer l'humilité et de m'abaisser, d'honorer des gens que j'avais jugés, alors qu'en fait, ils m'ont appris l'amour. Ils m'ont appris la compassion, ils m'ont appris à me rencontrer dans des zones que je n'imaginais pas, dans mes zones de lumière, dans mes zones d'ombre, dans ma puissance aussi. Il n'y a pas à mésestimer l'autre, il n'y a pas à mésestimer les choix de l'autre, la différence qu'on va dire, mais tu dors, il faut te réveiller, mais c'est quand on rencontre quelqu'un qui dort, enfin qu'on croit. qu'on étiquette comme étant non conscient, et puis que ça vient nous accrocher, et puis que ça nous met en rébellion, allons donc regarder la part de nous qui apparemment a besoin de se réveiller aussi à l'intérieur de nous. Pour moi, l'autre est un guide, quel qu'il soit, est un guide pour nous amener vers le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas à chercher à vouloir changer l'autre. Quelque part, l'autre est en soi. Et même l'autre est soi.
C'est-à-dire que lorsque l'on parle du soi avec un grand S, eh bien il intègre tout ce qui est. Il intègre le je, le nous, la terre, l'univers, enfin le soi intègre tout en fait. Et voilà, donc c'est ce que m'a inspiré finalement ce documentaire. Il m'a donné vraiment l'envie de dire ça, d'exprimer ça, de vous dire combien il faut faire confiance à la vie, aux gens qu'on aime, en leur capacité à trouver leur propre chemin, leurs propres ressources. Et c'est parce qu'ils les trouvent en eux-mêmes qu'ils vont pouvoir s'envoler, qu'ils vont pouvoir guérir véritablement et durablement. Même si les choix qu'ils font viennent nous heurter, viennent déclencher des peurs terribles, enfin, etc. Au contraire, c'est un cadeau qu'ils nous font d'oser être différents, d'oser nous tenir tête. D'ailleurs, on vit tous en tant que parents des moments comme ça avec nos enfants. Et c'est comme ça que les enfants arrivent à trouver dans cette période d'adolescence les ressorts nécessaires pour aller vers l'âge adulte avec plus de maturité ou de responsabilité. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont pu se confronter à l'autre, d'affirmer leurs désaccords, d'affirmer leurs différences, et puis de sentir en face que l'amour, il est inconditionnel. C'est-à-dire que à un moment donné, on doit faire notre expérience. Et même si on se plante, on doit aller dans l'expérience. Et savoir que l'autre, le parent ou l'ami ou l'amant est là. Et quand on aura vraiment besoin d'aide, besoin de son conseil, on pourra aller lui demander parce qu'on sait qu'il sera là. Mais toujours vouloir aller conseiller l'autre alors que la demande n'est pas là, parfois c'est même violent. Parce que c'est infantilisant en fait. Ça c'est très difficile pour chacun d'entre nous et je le répète, j'ai été longtemps comme ça, de devancer la demande de l'autre, de devancer la demande de nos enfants, d'aller encombrer l'autre avec nos peurs, avec nos vérités, avec nos injonctions, nos chantages aussi. Et ça tue énormément. Finalement, il s'agit autant d'apprendre à s'exprimer qu'à se taire. Et c'est vraiment c'est la voie du juste milieu. Et je le redis, c'est dans cet espace de silence, dans cette distance avec l'autre, que l'autre va pouvoir trouver son propre espace d'expansion. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. On ne nous apprend pas à produire de la diversité et à respecter le différent. Au contraire, on nous apprend à reproduire du même, à vouloir du même. On nous enferme dans des confusions de langue du type si tu m'aimes, tu dois faire ce que je te dis, tu dois être à mon image, tu dois, si tu n'es pas à mon image et tel que je conçois que tu dois être, eh bien ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Voilà, mais ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire ne pas être aimé ou ne pas aimer. Je veux dire, moi je suis curieuse, je suis extrêmement curieuse de la différence de l'autre, de ce qu'il a à dire, même si c'est différent. Quand il dit quelque chose de différent, mais moi j'ai envie de comprendre pourquoi il dit cette chose tellement différente de moi, et voire même qui vient mettre à mal mon système de croyances qui se trouve aux antipodes. C'est intéressant, par exemple, quelqu'un qui viendra asséner des propos très racistes, qui va dire, voilà, moi j'ai envie de comprendre d'où ça vient, quelle est la blessure derrière. Finalement, pour entrer véritablement en relation avec soi-même et avec l'autre, de pouvoir aller dans le monde de l'autre, déjà, de se mettre à son niveau, là où il est, d'employer son langage, d'être curieux, d'être en ouverture, pour ensuite pouvoir le faire entrer dans notre monde, en fait. Mais si on cherche d'emblée à lui dire « non, ce que tu dis, c'est nul », c'est moi qui ai raison, on va rentrer dans des guerres d'égo, dans des guerres de vérité. Or, pour lui, il a une vérité parce qu'elle est fondée sur des choses réelles ou irréelles, peu importe, mais il y a quelque chose en tous les cas à entendre. Donc oui, aimer la main ouverte,
c'est vraiment accepter que l'autre fasse ses propres expériences, en étant toujours là finalement, disponible, prêt à répondre aux questions, à donner son avis si la personne est demandeuse, et pas s'empresser de vouloir la sauver malgré elle, de lui apporter les réponses, ce qu'elle doit faire, enfin, etc. Et que la guérison, en fait, c'est une véritable rencontre avec soi-même. Et ça met du temps. Et c'est jamais fini, en fait. Parce que moi, j'aime bien dire que finalement, notre corps physique s'arrête de grandir un jour, mais notre corps psychique ne s'arrête jamais, il s'agrandit sans cesse. Donc dans la mesure où notre corps psychique s'agrandit sans cesse, eh bien, la libération de l'être est infinie en fait. Elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais. Et puisque je suis amenée à parler du corps physique et du corps psychique, j'ai envie de dire que souvent on dit que le psychique se trouve à l'intérieur du physique, alors que moi je suis intimement convaincue que c'est le physique qui se trouve à l'intérieur du psychique. Puisque le physique finalement c'est de l'énergie condensée et c'est notre énergie psychique qui prend forme à travers le physique. L'énergie psychique s'incarne dans une densité, dans la matière. Et moi je dis toujours, si tu veux parler à ton âme, parle à ton corps. C'est la voie directe vers l'âme, puisque c'est juste la version densifiée de l'âme. Wally voilou. Bon ben voilà, je crois que j'ai certainement pas terminé de faire le tour de la question, mais je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt. Au revoir.